Monsieur, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 21 février 2024. Alors, l'actualité ce matin, c'est la démission du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a déposé sa démission auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'était hier, le jour même de la fin du délai de 8 jours accordé aux députés, aux ministres qui ont été élus députés nationaux. Et même malgré cette démission, le chef de l'État demande aux membres du gouvernement d'expédier des affaires courantes. Nous allons en parler, analyser ces sujets avec nos invités. Alors, un autre sujet d'actualité, c'est cette nouvelle qui a fait grand bruit, qui a suscité beaucoup de réactions. L'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord visant à favoriser des chaînes de valeur durable pour les matières premières. Qu'est-ce qui inquiète plus d'un Congolais? Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Ils sont à deux. Pascal Oondje et face à Christian Moleka. Pascal Oondje, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à mon frère et ami Christian Moleka, bonjour à nos différents téléspectateurs. Merci plutôt pour l'invitation Gisèle. J'ai eu l'impression que vous aviez bien fait parce que souvent c'est le lundi, aujourd'hui nous sommes mercredi. Parce que simplement il y a une question passionnante en rapport avec les différentes démissions, sinon très particulièrement la démission du Premier ministre, avec la prise de position du chef de l'État. En tout cas, je vous remercie pour ça. Le fait d'avoir fait un choix sur moi, je crois que les points de vue pourront aider nos différents téléspectateurs à comprendre l'enjeu de la question actuelle sur cette problématique de la démission. Alors vous êtes très bien outillé, vous avez de la matière sur cette question. Bon, pas question d'être outillé, mais question de parler comme tout Congolais, surtout sur une question qui nous concerne directement. Voilà pourquoi j'estime de mon point de vue à l'aise à pouvoir donner mes avis sur la question. Ok. Ils vont vous suivre. Alors, Christian Moleka, bonjour à vous également. Bonjour Madame Gisèle et bonjour également, je réitère mes salutations également à mon cher frère Pascal Oondje, mais également à tous ceux qui nous suivent de partout et qui vont certainement avec nous participer à ce débat républicain que nous souhaitons toujours objectif pour l'intérêt de la patrie et on va essayer à la mesure du possible d'apporter notre modeste contribution. Ok, il y a une question, en tout cas hier ça a vraiment fait grand bruit, ça qui était plus d'un Congolais, c'est l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Cet accord conclu visant à favoriser des chaînes de valeur durable pour les matières premières. Ça vous a aussi inquiété comme les gens que nous avons eu à interroger? Moi non, moi particulièrement non, et je ne comprends pas pourquoi les Congolais sont inquiets. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une forme de nervosité entre le Congo et le Rwanda, et toute question aujourd'hui en rapport avec le Rwanda, ça inquiète au Congo, mais on ne devrait pas s'inquiéter d'autres mesures, d'autant plus qu'il s'agit simplement de ce qu'on appelle les MOU, ceux qui connaissent les mondes des affaires. Les MOU, c'est un mémorandum d'entente. Ce n'est qu'un mémorandum d'entente. Je rappelle que le Congo a signé le même mémorandum d'entente avec la même Union européenne. Okay. Oui, nous l'avons aussi signé. Donc le Congo a également signé le même MOU avec l'Union européenne. Ce n'est qu'un mémorandum d'entente qui dans 6 mois peut produire un plan stratégique de coopération. Mais ce qui est important, ce n'est pas qui signe le mémorandum. Il faut que nous sachions au Congo faire les vrais débats. Et c'est quoi le vrai débat? Le vrai débat, c'est que depuis 2012, l'Europe a produit une directive qu'on appelle une directive sur l'efficacité énergétique. Ça veut dire que l'Europe a un problème d'accès à l'énergie. L'Europe veut diversifier ses sources d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, la dépendance aujourd'hui au GNLF américain. L'Europe veut décarboniser, ça veut dire à l'horizon 2030, en Europe, il n'y aura plus de véhicules à énergie fossile, donc plus de voitures avec carburant et essence et les diesels. Il faut remplacer par les batteries électriques. Et donc l'Europe est en recherche d'accès aux zones où il y a les minéraux stratégiques, lithium, terres rares, cobalt, qui participent dans l'industrie de la voiture électrique demain. C'est ça l'enjeu. Et il y en a plus en RDC. Mais oui, mais le problème, c'est que l'enjeu, c'est l'Europe veut diversifier sa dépendance énergétique, son efficacité énergétique, changer son économie en une économie décarbonisée, et donc accéder à des matières précieuses. Maintenant, nous, Congolais, comment nous nous positionnons? C'est la question la plus importante. C'est-à-dire quoi? Oui, mais comment nous nous positionnons sur le marché stratégique européen, énergétique, pour que nous puissions orienter notre économie intérieure aux intérêts européens
et ensuite influencer la politique européenne. En fait, les Congolais, c'est que beaucoup de Congolais ont réagi. C'est parce qu'au moment où le Congo est en train de rechercher en quelque sorte des sanctions et l'isolement diplomatique du Rwanda, cet accord vient en quelque sorte renforcer l'influence diplomatique du Rwanda. Ça, c'est une question congolaise. C'est essentiellement une question congolaise et de nos relations avec le Rwanda. Ça n'a rien à voir avec les intérêts stratégiques de l'Europe. Si nous voulons que l'Europe et d'autres pays sanctionnent le Rwanda, nous devons être à même, comme nation, d'identifier les intérêts des autres et de répondre à leurs intérêts. Parce que dans le monde des États, il n'y a pas d'amitié. Je l'ai répété plus d'une fois ici. Il n'y a que les intérêts. Comment nous, comme Congo, nous construisons les intérêts des autres et comment, à travers ces intérêts-là, nous influençons pour qu'ils tiennent notre point de vue. C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Ce n'est pas au niveau... Le Rwanda a reçu il y a quelques jours des officiers militaires algériens. De haut niveau. Le Rwanda a reçu des entreprises polonaises qui veulent installer des entreprises chez eux. De haut niveau. Mais ça, c'est comment l'État rwandais met en place des stratégies de rayonnement. Le Congo devrait également penser à mettre en place des stratégies de rayonnement en répondant aux intérêts stratégiques des États. Mais le Rwanda est en train de déployer ses soldats au Mozambique, en Centrafrique et en Haïti. Le Kenya également en Haïti. Ça veut dire, dans les grandes questions diplomatiques internationaux, ils se positionnent. Nous voulons être nous sommes en tension avec eux. La réponse pour nous, ce n'est pas de nous plaindre que les Européens signent ou non. La réponse pour nous, c'est de se positionner sur les intérêts stratégiques des Européens, des Américains, pour que nous influencions leur position. Et c'est ce que nous faisons de moins en moins, c'est-à-dire nous positionner sur les questions stratégiques. Le Congo a 60% de cobalt. Ça veut dire que nous sommes un pays stratégique pour ce qui est la voiture électrique. On parle de ça depuis des années, et puis l'électrique, tout ça. Mais comment nous nous positionnons? Par exemple, l'Europe. Alors, le MOU que j'ai dit au début, le MOU que le Rwanda a signé, le Congo l'a également signé. Et ça produit quoi avec le Congo? Vous faites on signe avec tout les monnaies, le gouvernement. Pays, le problème, c'est pas ça produit quoi. Le problème, c'est comment Comment je peux expliquer ça? Il y a dans les relations internationales des intérêts, simplement des intérêts. Et le Congo doit être capable de garantir les intérêts d'autres États chez nous. C'est ce qu'il nous faut faire. Alors, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Christian Moleka, parce qu'on sait que la guerre d'agression, c'est pour nous numérer, et que les gens qui nous convoitisent passent par le Rwanda et avoir cet accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Il y a de quoi à s'inquiéter. Le Rwanda est un pays de transit, c'est vrai. Dans le cadre de l'économie de guerre, le Rwanda est un pays de transit des non-minéraux. Et donc, oui, cet accord peut renforcer cette stature des positions des pays de transit des non-minéraux. Mais moi, je crois que cette position des pays de transit est censée disparaître. Et c'est nous qui devons travailler pour que cette position disparaisse. Et nous ne devons pas pleurer, nous devons travailler. Mais quand je dis qu'on ne devait pas s'inquiéter d'autres mesures, ça veut dire que la politique, c'est comme le jeu d'échecs. Chaque pays pose ses pions. Autant nous posons les nôtres, autant le Rwanda pose. C'est la guerre d'intelligence. Autant le Rwanda pose également ses propres pions. Donc, si le Rwanda a posé un pion avec l'Union européenne, ce que nous, on doit faire, c'est de réfléchir pour notre prochain coup. C'est ça, c'est comme ça que... Mais ces pions qu'ils ont posés, ça ne doit pas être par rapport à nos minéraux, hein, parce que les minéraux qui ont en RDC, vous avez énuméré la lithium, il n'y en a pas autant au Rwanda. Alors quand ils signent, ce n'est pas pour aggraver la guerre d'agression et continuer à piller nos richesses. Le Rwanda continuera à faire les choix selon son leadership politique, selon ses propres intérêts. Et même quand ses intérêts sont contre nos propres intérêts. Notre problème à nous, c'est de construire nos propres stratégies qui soient autour de nos propres intérêts. Et même si nos intérêts devraient également nuire aux intérêts rwandais. C'est à nous de réfléchir. Si le Congo pense que la seule solution avec la guerre du Rwanda, c'est la guerre militaire, je le dis sur votre plateau, il nous faut sortir de l'approche guerre militaire, il faut aller vers une guerre hybride. C'est-à-dire qu'il faut que nous mettions en place des réseaux d'intelligence qui réfléchissent sur comment neutraliser les intérêts stratégiques des pays qui peuvent nous nuire. Merci. Ça s'est réfléchi de manière structurelle. Merci. Pascal Ounj, votre analyse également sur cette question, cet accord Rwanda-Union européenne. Je pense que c'est trop pertinent, c'est que Moleka était en train de dire, mais je pense que le Rwanda, c'est un pays indépendant, nous ne pouvons pas contrôler. On ne peut pas en faire un problème lorsque le Rwanda signe les accords avec qui il voudrait, ou il voudra. Mais qu'il ne s'avise pas nous intérêts, ce qui inquiète un peu, c'est l'OTAN. L'OTAN suspect.
À ce jour où nous accusons le Rwanda, le débat est tel que le Rwanda nous fait la guerre, et ainsi de suite, soutenu par tel, ainsi de suite. Et l'Union européenne fait confiance ou signe ses accords avec un tel pays. Lorsque nous regardons la position de la France par rapport au Rwanda contre nous, nous regardons la position de la Pologne face au Rwanda contre nous, nous regardons la position de l'Angleterre face au Rwanda contre nous, et finalement, les mêmes signaient un tel accord, nous disons, ça ne nous arrange pas du tout. Mais il y a un problème chez nous, parce que Moleka vous a dit, nous avons déjà signé avant. Mais nous avons un problème sérieux. Je disais, il faudrait le dire. Tout accord que nous signons, le premier regard pour la personne mandatée, c'est comment lui d'abord va se retrouver. La part privée de l'homme pose un problème et met en cause parfois l'application de l'accord. Le degré de la corruption n'arrange pas beaucoup de choses. Demain, c'est les élections des sénateurs et des gouverneurs. Quand j'ai dit quelque part que je veux aller comme candidat gouverneur, les gens me disent, mais vous devez avoir suffisamment d'argent. Je pose la question, pourquoi je dois avoir suffisamment d'argent? On me dit, pour être élu gouverneur, il faut donner ou corrompre beaucoup de députés, beaucoup d'argent aux députés provinciaux. Pour être élu sénateur, vous devez corrompre beaucoup d'argent aux députés provinciaux. Et donc, nous les disons librement, clairement, à haute voix, qu'il faut corrompre. Voyez-vous? Vous institutionnalisez la corruption. Les mêmes, lorsqu'ils seront élus, un gouverneur qui a corrompu les députés pour être élu, les sénateurs qui ont été élus pour avoir corrompu les députés provinciaux, et vous allez encore les demander de combattre la corruption. C'est une contradiction. Ça se fait à ciel ouvert. Nous savons qu'il ne sait pas ça. Voilà. Nous avons un tel comportement. Face aux accords, en tout cas, personne ne peut nous trouver sérieux. J'en connais quelque chose. Je vous parlais pas longtemps ici du ministère des Finances. Vous concluez un accord quelque part. Vous venez ici, vous déposez le document au ministère de Finances. Pour qu'on décaisse l'argent, les agents du ministère de Finances doivent être garantis de leur part. Et le partenaire peut être même découragé. Donc, à chaque étape, le partenaire doit débourser l'argent et jusqu'à la conclusion du contrat. Mais vous avez un tel pays, un tel système, ça pose déjà problème. Nous devons décourager cela. Les minerais, oui, nous avons nos minerais. Qui nous empêche, en tout cas, de conclure des bons accords avec des gens qui ont besoin de nos minerais? C'est notre problème. Mais simplement, je comprends un fait aujourd'hui que le monde est bipolarisé. Les BRICS, d'un côté, il y a l'Occident avec son OTAN de l'autre côté aussi. Je commence à avoir l'impression comme si nous sommes en train de faire le choix vers le BRICS, avec l'Afrique du Sud. Je vois les relations que nous avons aujourd'hui avec la Chine, et j'entends de temps en temps comment les gens veulent que nous soyons avec la Russie, et c'est une tendance qui se dégage déjà. Et de l'autre côté, vous le dites, et vous avez, comme j'ai cité des pays ici, la France, l'Angleterre, la Pologne et d'autres, et les États-Unis, ainsi de suite, qui semblent être de l'autre camp aussi. C'est l'enjeu du monde aujourd'hui, c'est face à nos minerais. Et voilà pourquoi c'est notre intelligence qui doit travailler pour que finalement, tout ce que nous aurons à prendre comme position, soit pour l'intérêt du pays, mais tout en tenant compte également du partenariat que nous allons construire, avec qui, pour que d'un côté le partenaire gagne normalement, de l'autre côté aussi le pays gagne normalement. Le contraire sera de continuer à donner raison à ce Rwanda qui a compris le jeu, qui n'a pas de minerais, mais comment garantir les partenaires pour que la petite part que lui peut gagner, n'est-ce pas, permette au développement de son pays. Et c'est comme ça que le Rwanda fait. Et nous devons développer une autre stratégie plus intelligible que celle-là pour que les partenaires nous fassent confiance. Merci Pascal. Alors nous passons à notre deuxième sujet, Christian Moleka, c'est la démission du Premier ministre. Jean-Michel Samalukonde a déposé sa démission auprès du chef d'État. C'était quelques heures avant l'expiration du délai des 48 heures. Quelle est votre réaction par rapport à cette démission? Bon, déjà,
Quand j'ai vu qu'il avait démissionné, j'ai dit ouf, parce qu'on a senti dès le départ que le gouvernement ne voulait pas partir. On l'a senti déjà. Parce qu'il a fait le même jour même, le jour oui. même de l'expiration. Avant même cela, on a senti déjà qu'il ne voulait pas partir. Il a fallu des vidéos de certains influenceurs pour leur dire qu'il faut démissionner. Ils ont pris l'initiative d'aller vers la Cour constitutionnelle pour demander l'interprétation de l'incompatibilité, alors que la loi est très claire sur la question et que dans les passés, on n'a pas eu ce problème. Ce gouvernement a pris l'initiative d'aller vers la Cour pour demander s'il pouvait cumuler ou non. C'est déjà la preuve que vous aviez un gouvernement qui ne voulait pas partir. Ensuite, la Cour leur a dit, vous devez partir. Vous ne pouvez pas rester parce que c'est incompatible tel que les lois de la République le proposent. L'Assemblée a rappelé qu'il y a un délai de 8 jours à respecter. Et c'est au dernier jour, ça veut dire des gens qui doutaient, qui hésitaient, qui pensaient qu'ils pouvaient encore rester. Et au dernier jour qu'ils se décident à déposer. Alors que le pays court derrière le temps qu'il faut que quelque chose se mette en place au dernier jour. Malheureusement, on apprend, quelques temps après, que ce gouvernement qui ne voulait pas partir va finalement rester. Là, nous allons en arriver. Nous sommes encore dans la démission. Et donc, dans la démission, alors, comme le Premier ministre a déposé sa démission, c'est-à-dire que le gouvernement d'office aussi est démissionnaire. Oui, mais on a déjà connu ce cas en 2011. Je rappelle qu'en 2011, le Premier ministre Mouzito avait démissionné. Pas seulement le Premier ministre Mouzito, mais également 22 ministres de son gouvernement. Et je rappelle qu'à l'époque, le président Kabila avait nommé Kouagialo, qui était vice-premier ministre en charge de poste, et Intik, comme intérimaire. Et donc, c'est tout à fait logique, lorsque le gouvernement, qui est l'émanation, parce que, en fait, le principe c'est lequel? Le gouvernement est l'émanation d'une majorité. Le gouvernement Sama est l'émanation de la majorité de la législature passée. Cette majorité ayant disparu, la conséquence logique, c'est que le gouvernement qui est l'émanation de cette majorité disparaît. Je sais que ça se comprend très bien. Vous avez une majorité parlementaire, oui. Le gouvernement, c'est l'émanation, donc c'est l'appendice de cette majorité. Cette majorité ayant disparu, le gouvernement qui est la conséquence de la majorité disparaît. C'est pour ça qu'une nouvelle majorité se met en place, qui va créer un nouveau gouvernement. Et donc, logiquement, on ne devait même pas faire le débat de la disparition ou de la démission, parce que dès l'instant où une nouvelle majorité entre, ce gouvernement, qui n'est pas la conséquence de la majorité actuelle, tombe. C'est une procédure normale. Et donc, ce qui reste, c'est les mécanismes de continuité d'État à travers l'intérim. Alors, justement, avant d'en arriver à l'expédition des affaires courantes, comme on a décidé la présence de la République, au cas où le gouvernement, dans le cas normal, hein, sans l'expédition des affaires courantes, le gouvernement démissionne, qui devait normalement faire l'intérim? Mais c'est qui devait rester. Vous avez les ministres qui n'ont pas postulé ou qui refusent d'aller au gouvernement et qui préfèrent rester au Parlement et préfèrent rester au gouvernement. Vous avez le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas postulé, qui est vice-premier ministre de la Défense, qui aurait pu, de mon point de vue, logiquement, faire l'intérim. Vous avez la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui n'a pas été candidate. Il y a 39 ministres qui ont postulé. 39. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont restés. Bien évidemment, ils auraient fait des cumuls, chacun prenant 3 à 4 portefeuilles. Mais c'est une mesure transitoire. Et donc, on aurait pu avoir une équipe très restreinte, on aurait pu nommer un intérimaire, comme on l'a fait en 2011 avec Kouagialo, et l'équipe restreinte... Kouagialo était aussi membre du gouvernement. Oui, il était vice-premier ministre en charge de Petentik. De Petentik, alors il a fait l'intérim. Il a fait l'intérim de Mouzito qui avait démissionné. Okay. Et donc l'équipe restreinte a cumulé, chacun prenant 3 à 4 ministères, le temps de transition, je rappelle Kouagialo a fait 2 mois. De mars à mai 2012. Donc on aurait pu avoir une équipe qui aurait pu cumuler, ou même à la rigueur, on aurait pu associer les secrétaires généraux. Mais ils sont là pour... Mais lorsqu'on dit continuité de l'État, mais c'est pour ça qu'il y a l'administration publique. Ok. Alors, on ne parle pas encore de l'expédition des affaires courantes. Alors, c'est par rapport à cette démission. Christian Molek a dit qu'il y a des ministres qui devaient faire l'intérim, notamment le VPM Défense, mais aussi Peter Kazadi de l'Intérieur qui n'a pas démissionné, hein, qui n'a pas choisi l'Assemblée nationale, c'est ça. Et la préséance entre l'Intérieur et la Défense. Oui, la préséance, c'est le ministre de l'Intérieur. Qui aurait dû prendre la primature. Ah oui, si il n'est pas à l'Assemblée nationale, en principe, c'est lui, parce que c'est lui le président, le ministre de l'Intérieur. Ok. Mais simplement, je suis en train, depuis hier, de réfléchir plutôt sur pourquoi un tel comportement.
Moleka vient, il dit, votez-moi, je suis le bon candidat pour vous, je veux vous défendre à l'Assemblée nationale. Et la population observe le comportement de Moleka depuis longtemps, elle dit, non, c'est une personne qui mérite de nous défendre. On vote pour Moleka. Moleka est élu. Mais il est élu, il refuse d'aller à l'Assemblée nationale. Il est son suppléant. Qui parfois c'est son frère, sa tante, sa femme. Il refuse l'Assemblée, il commence maintenant à rêver le Sénat. Il va au Sénat, là aussi il aura comme suppléant son frère, sa femme, ainsi de suite. Et demain il est ministre. On se pose la question, pourquoi il est allé solliciter les voix de la population? Est-ce que la population voulait envoyer son suppléant, son enfant, sa femme, ou c'était Moleka que la population voulait qu'il parte la défendre à l'Assemblée nationale? Voilà la situation que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas un point de la Constitution qui interdit cela. Moi, je pense qu'on doit revoir. C'est comme ça que je plaide même pour, si pas le changement, la révision de la Constitution. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Le cas du gouvernement, par exemple. Lorsque la majorité parlementaire tombe, d'office, le gouvernement tombe. C'est là qu'on allait voir l'élégance du Premier ministre à l'instant démissionner. Aussitôt. On ne parlerait pas de 8 jours pour la démission. On parlerait de 8 jours pour quitter le gouvernement. Pas la démission, quitter le gouvernement. Ça allait être cohérent. Parce qu'on aurait déjà en amont démissionné, on serait en train d'expédier les affaires courantes. Une fois investi à l'Assemblée nationale, vous avez 8 jours pour quitter le gouvernement. Mais nos textes sont toujours flous. Pourquoi? Parce que souvent on n'envoie pas des gens capables à pouvoir aussi nous aider à la rédaction de certains textes à l'Assemblée nationale. Ça allait être clair, ça allait être simple. Mais maintenant, on dit, vous avez 8 jours pour démissionner. Et maintenant, on trouve un prétexte. Je dis bien prétexte, parce que la Cour constitutionnelle a tranché, le Conseil d'État a tranché, l'Assemblée nationale, dans ses textes internes, a tranché également, mais on trouve un prétexte pour permettre à ce gouvernement de résister. Et si on avait démissionné déjà au début, lorsque le gouvernement, enfin l'Assemblée nationale passée, la majorité parlementaire d'hier tombait, aujourd'hui, on parlerait plutôt de quitter le gouvernement, on n'engagerait pas le débat. Les choses allaient être plus. Alors, les prétextes dont vous faites allusion, c'est l'expédition des affaires courantes. Mais non, mais c'est pas un prétexte, je suis désolé. Vous voyez, on a commencé le débat par l'Union européenne, les autres. C'est nous-mêmes qui construisons la perception que nous sommes une république bananière. C'est nous-mêmes qui construisons cette perception-là. Parce que quand les hommes de l'extérieur suivent les débats qui se passent au Congo, voilà, ça demandait si vraiment nous sommes conscients des actes que nous posons. Nous participons à fragiliser la République, nous-mêmes, parce qu'on veut gérer les ambitions de quelques-uns. Simplement les ambitions de quelques-uns. La République ne peut pas être sacrifiée, les règles sanctuarisées, désanctuarisées, parce qu'on veut simplement gérer les ambitions de quelques personnes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, moi c'est comme le sentiment. Par rapport à la situation particulière du pays, c'est une jurisprudence que non, ça n'a rien à voir. Si nous pensions que le pays est en situation particulière, ce qu'on aurait dû faire, ce serait, que le gouvernement démissionne rapidement, que le Parlement travaille à pas de charge rapidement. Peut-être qu'on saute même l'informateur, on nomme un informateur qui travaille rapidement pour avoir un gouvernement rapidement. Si nous avions voulu dire, voilà, les circonstances des pays est à la porte de la guerre et qu'on doit aller vite, on n'aurait pas dû nommer un informateur. Mais je les suivais. On aurait dû sauter l'informateur. Très rapide. On aurait dû sauter l'informateur, avoir directement les formateurs et aller en avant, d'autant plus que la majorité, elle est connue. C'est une même famille politique qui est mieux structurée et qui est mieux connue à l'intérieur. On aurait dû très rapidement avoir un gouvernement qui démissionne, on aurait dû un Parlement qui travaille chaque jour. On aurait dû voir au Parlement un rythme de travail plus différent, avec des plénières qui se succèdent, pas un Parlement qui travaille aujourd'hui, qui passe 3 jours, qui travaille après 4 jours. Ça c'est un pays qui se veut aller vite parce qu'on est en guerre.
Mais là, aujourd'hui, on a le sentiment que les pays fonctionnent normalement, les choses vont normalement, les formateurs vont faire 30, peut-être plus normalement, le gouvernement veut rester jusqu'au dernier jour, dépasser les 8 jours normalement. Je ne pense pas qu'on est dans une situation où les choses sont particulières. Non. Mais ils sont soumis à des restrictions. Peut-être qu'ils seront pas, ils n'ont pas les mains libres. L'intérim est légal. L'intérim n'est pas illégal. L'intérim est légal. Et là, nous sommes en train de sortir dans la légalité. Ceux qui ont proposé au président cette mesure l'ont mis en difficulté parce qu'ils l'ont poussé à violer la Constitution. Ils l'ont poussé à violer la Constitution. Le président est en grande difficulté. Et malheureusement, plutôt que de rassembler les Congolais dans un moment où on parle de guerre, on amène des histoires qui vont encore davantage diviser les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion sera divisée, on aura un débat du société divisé, alors qu'on veut rassembler le pays pour la guerre. Qu'est-ce que le président gagne à diviser l'opinion intérieure sur une question qui peut être réglée très simplement et permettre aux Congolais d'être restés unis, focalisés sur la question de la guerre? Les ambitions de quelques personnes ne peuvent pas mettre à mal toute une république. Et moi, je crois que le président aurait dû accepter de faire l'arbitrage. Moi, quand j'ai comme le sentiment qu'il y a un problème d'arbitrage sur l'intérim du Premier ministre Sama, et qu'à un moment donné, il y a eu des difficultés à faire l'arbitrage. Et donc, on préfère garder Sama plutôt que d'arbitrer, et on laisse les pays en grande difficulté. On aurait pu sauter ça. L'intérim est légal. Il y a des vice-ministres. Lorsque le ministre n'est pas là, mais un vice-ministre. Ils sont aussi députés. Le vice-ministre de l'Intérieur est là. Si le ministre de l'Intérieur n'est pas là, le vice est là. Et la rigueur, les secrétaires généraux sont là. Y a-t-il meilleur moyen de faire la compte de l'État que par le secrétaire général? Savez-vous qu'en Belgique, ils ont fait pendant un temps plus de 120 jours sans gouvernement? Mais c'est l'administration publique qui a permis que la République fonctionne. Nous ne sommes pas un pays à part. Le monde existe. Regardons ailleurs. La Belgique qui nous a colonisés. Il y a un moment, ils ont fait énormément de temps sans gouvernement. Mais l'administration publique a continué à tourner. À l'époque du maréchal Mobutu, nous avons même eu un gouvernement de secrétaires généraux. Rappelez-vous. Lisons l'histoire. Nous avons eu dans ces pays un gouvernement de secrétaires généraux. Donc on aurait pu même, à l'extrême, mettre en place un gouvernement de secrétaires généraux. Merci. Qui aurait pu faire l'intérim et continuer l'État. Merci Christian Molika. Alors Pascal Oron, j'ai l'impression que ça a donné, que la décision a marché sur la justice, hein, parce que la Cour constitutionnelle avait rejeté cette demande du Premier ministre et que certains parlent même d'une vraie fausse démission de Samaloko. Mais la question c'est à se poser, quel sens est donné à cette démission? La démission d'hier là, produit quel effet? Il pouvait ne pas démissionner, attendre seulement qu'on nomme un nouveau Premier ministre, c'est tout. Mais il y avait un délai, Non, le délai, là, parce qu'il a démissionné. Oui, il a démissionné par rapport au délai, il a démissionné, mais il reste. Ça a quel sens? Il pouvait ne pas aller déposer sa démission, il reste, il attend jusqu'à ce qu'on nomme notre Premier ministre, il faut la remise des reprises, il est parti. Ça ne produit pas d'effet. Voyez-vous? Et moi, les cas abordés, mais il n'a pas peut-être tout dit. Quand je vois le nombre de ministres qui ont été, sinon qui sont aujourd'hui députés nationaux, mais ils ont des fils. Leur fils, c'est un ministre. Nous l'avons connu pas très longtemps, et 2018, j'ai vu Basile, qui était vice-ministre de l'Intérieur, il a expédié les affaires courantes comme ministre actif pendant un bon moment, jusqu'à la sortie du gouvernement. Ça n'a pas posé problème. Au moins qu'on dise que les ministres, les vice-ministres ne sont pas compétents, ils ne sont pas ministres, ils ne peuvent pas gérer les cabinets à l'absence des ministres. Il y a d'autres qui ont été aussi élus. Hein, Pardon? D'autres vice-ministres ont été aussi élus. Mais si vous êtes élu, un autre ministre peut gérer votre ministre aussi. À l'époque, j'ai vu Azarias Roberoa avait, je crois, 3 ministères. Kouya Diallo lui-même, à son temps, il a expédié les affaires courantes à la primature. Il était ministre quelque part en même temps. Ça ne pose pas de problème. Parce que le délai, c'est 1 mois, si beaucoup, c'est 2. Alors, le problème, c'est à quel niveau? Donc, ce sont les erreurs du passé. Aujourd'hui, allez-y dans les cabinets. Vous allez dégager un constat. Donc, les cabinets sont vides. Les agents ne viennent plus. Le travail ne se fait plus normalement. Tout semble être suspendu. Est-ce que ce sera la meilleure chose? Si par exemple on avait demandé au vice
le vice monter maintenant, faire le travail, vous allez voir l'émulation. Et ici, on a demandé aux ceux qui sont déjà partants de continuer, et vous allez voir, il y a un vide pratiquement. Je suis arrivé, je crois, avant-hier, dans un ministère quelque part, je ne peux pas citer le nom, mais il n'y avait personne. Tout le monde était parti. Je pose la question à le ministre, oh, il ne vient plus. Il travaille chez lui à la maison. Et où sont les conseillers? Non, mais ils viennent quand ils veulent. C'est cela que nous allons sauver les choses au pays, parce que le pays va mal maintenant, il faut qu'il soit... Non, je pense que ça a été mal conseillé. De mon point de vue, je pense que les ministres partiraient directement. On aurait d'autres ministres qui allaient expédier les affaires courantes et avoir 2-3 ministères et respecter la loi. Parce que, nous l'avons déjà dit, on a compris que Sama Lokonde n'a pas voulu démissionner. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets qui n'ont pas été tout signés ou comment, qu'est-ce qu'il peut encore espérer pendant qu'il est là depuis plus de 3 ans. C'est 3 ans, je crois, aujourd'hui. Mais il y a des restrictions, Pascal. Ils seront là, mais peut-être ils vont rien faire parce qu'il y a autorisé à expédier les affaires courantes. Il y a la suspension jusqu'à nouvel ordre de recrutement, nomination, la suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements, des missions de service, l'interdiction de recourir. Ce qui m'étique un peu, je reste avec vous, Pascal, là où on dit, toutefois, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du chef de l'État. C'est des communiqués qui précisent. Là ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui fait cet intérim-là de Premier ministre. Pouvait aussi se faire à la personne, ou sinon auprès de la personne qui allait expédier les affaires courantes. Mais si on s'en tenait maintenant à ces restrictions, il représente encore quoi? Coquille vide. Pour sauver, je ne sais pas, parce que l'État aujourd'hui est dans des conditions telles qu'il faut... alors, ils vont apporter quoi pendant ce temps? Le prévalence à quel niveau? Christian Moleka. Moi, je pense que c'est dérogation sera soumise à l'autorisation. On peut aller loin. À l'autorisation préalable du chef de l'État. On peut aller loin. Quelle est la valeur juridique d'un communiqué d'IDRCAM? Là aussi. Quelle est la valeur juridique d'un communiqué du DIRCAM? C'est à force de loi? Un communiqué à force de loi? C'est un acte réglementaire? Un communiqué est un acte réglementaire. Est-ce qu'on peut gérer la République sur base d'un communiqué? C'est des questions de fond qu'on doit se poser. C'est pas un premier communiqué. Non, mais on ne gère pas un communiqué pour annoncer une décision. Est-ce qu'il y a un acte de décision qui a été prise? Ordonnance, ça va s'en suivre. Un acte réglementaire, et le communiqué vient annoncer. On ne peut pas gérer la République sur base d'un communiqué. Deuxièmement, la question qui fâche, est-ce qu'ils seront payés? Oui ou non? Est-ce qu'ils seront payés à l'Assemblée? Oui ou non? Mais en matière de finances publiques, un agent public ne peut pas être payé doublement. On ne peut pas toucher à la fois les émoluments au Parlement et toucher également ces émoluments au gouvernement. Donc là, nous sommes à même de violer les finances publiques de la République. Parce que quand tu es agent de l'État, tu ne peux pas être payé doublement. C'est pour ça que le cumul est interdit. Pas uniquement pour l'intérim, mais parce que même au niveau des finances publiques, on ne peut pas payer un agent doublement. Soit tu es détaché, tu es payé ailleurs, soit tu n'es pas payé. Mais là, dites-nous, au niveau du Parlement, ils seront payés ou non? Ça veut dire quoi? Ceux qui ont été élus députés provinciaux, nationaux, ils sont aussi membres de gouvernement. Oui, mais ils seront payés, oui ou non? Ils seront payés, oui ou non? Parce que quand on paye les députés provinciaux et les nationaux, on va les payer ou non? On va les payer pour un travail qu'ils ne font pas. Ensuite, on va continuer à les payer comme membre du gouvernement. Il faut quand même qu'on se pose des bonnes questions. Pascal, oui, je comprends votre préoccupation. Oui. Il a été élu député national, député provincial. Oui. Il y a même d'autres qui sont même dans le conseiller communal. Sera-t-il payé par les deux institutions? Je dis non. Parce que les 8 jours qu'on accorde pour la démission là concernent aussi ceux qui sont élus ailleurs. Comme les investitures de l'Assemblée provinciale, je crois que c'était avant-hier. Oui. Alors, là aussi, on va vous accorder quelques temps de faire le choix. Vous allez faire le choix entre l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale. Oui, vous faites les choix, oui, parce qu'ils ont choisi l'Assemblée nationale, mais ils sont restés au gouvernement pour expédier les affaires courantes. Alors, en expédiant, là, ils ne seront pas payés. Non, vous êtes élu député national.
vous êtes élu député provincial. C'est ça votre préoccupation, n'est-ce pas? On vous investit à l'Assemblée nationale. Vous allez également être investi à l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas? Et à l'Assemblée provinciale et à l'Assemblée nationale. Vous allez choisir une de ces deux assemblées. Si vous faites le choix sur l'Assemblée nationale, alors, à partir de l'investiture de l'Assemblée provinciale, vous aurez aussi 8 jours pour démissionner. Vous démissionnez, à ce moment-là, c'est votre suppléant qui reste à l'Assemblée provinciale. Si vous choisissez l'Assemblée provinciale, vous avez le délai également à l'Assemblée nationale, vous démissionnez et vous restez à l'Assemblée provinciale. C'est cela la démarche. Donc le problème ne se pose pas par rapport à ça. Mais simplement, au-delà du salaire, il y a des avantages. Donc vous êtes membre du gouvernement, vous êtes député, vous avez les avantages des deux côtés. Qu'on ne voit pas seulement le salaire. Il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on est ministre. Il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on est député. Mais vous avez les deux au même moment parce que vous êtes extra-homme, extra-intellectuel, homme très capable de pouvoir gérer la nation et les autres ne sont pas là. Mais moi, je le dis toujours, Gisèle, vous me prenez aujourd'hui le ministère de l'Agriculture. Son prévalu, c'est lequel? Le ministère des Commerces extérieurs. Son prévalu, c'est lequel? Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Son prévalu, c'est lequel? Je peux citer autant de ministères comme ça. Ils représentaient quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont représenté quoi, en fait? Même s'il partait, on peut prendre, je ne sais pas, n'importe qui. J'imagine qu'il fera mieux le travail que ceux-là. Il y a des ministères qui ont été des simples figurants, ou des ministres qui ont été des simples figurants depuis tous ces temps. Aujourd'hui, ils sont députés, mais ça aurait été une chance pour le pays de les voir quitter le gouvernement, aller comme député, et permettre que même pendant 2 jours, on ait quelqu'un qui peut poser des jalons. Voyez-vous? Et donc, moi je pense que ça... nous avons des cas qui pouvaient nous inspirer d'exemples dans le passé. Même en 2011, on avait des problèmes au pays. Ce pays n'a jamais été tranquille, comme que personne ne vous montre. On a toujours eu des problèmes économiques. Nous avons toujours eu des problèmes de guerre. Nous avons toujours eu des problèmes. Cette fois-ci, ça ne fait pas l'exception. La situation de l'Est concerne plus particulièrement le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. Affaires étrangères aussi. Affaires étrangères, évidemment. Mais alors, tout le reste est là. Sert à quoi par rapport à la question de l'Est? Question économique. Ce sont des ministres qui ne méritent pas, j'ai cité. Ces ministres-là sont des ministres qui devraient en principe nous apporter quelque chose de plus sur le plan économique. L'agriculture, petite et moyenne entreprise, économie, tout ça. Mais posez-vous la question, ils ont servi à quoi? Merci Pascal. Alors, Christian Moleka, il y a certains ministres aussi qui n'ont pas déposé leur démission, qui sont restés à dire quoi? Ils vont encore être reconduits au prochain gouvernement? C'est un choix, parce qu'en principe, la loi dit, nous on n'a pas le modèle, on trouve par exemple en Grande-Bretagne, de ministre et député. En Grande-Bretagne, on peut être ministre et député, chez nous on n'a pas ce modèle-là. Et donc, lorsqu'on a choisi, dans les 8 jours, de ne pas rouler au Parlement, ça veut dire que vous n'êtes plus validé. Et donc, vous ne pouvez plus rentrer au Parlement, vous avez perdu votre mandat, en principe. Vous n'irez jamais. Vous n'irez plus au Parlement, vous avez perdu votre mandat. Vous aurez pu aller, et malheureusement, j'ai vu dans le communiqué que le DIRCAP parlait de l'article 110. L'article 110 ne s'applique pas au cas actuel. L'article 110 s'applique à un député en fonction, validé, qui a été nommé, et donc lorsqu'il est nommé, son mandat est suspendu et il peut revenir. Lorsqu'il revient, on lève la suspension. Mais si vous n'êtes pas parlé au Parlement, on ne vous a pas validé, votre mandat, vous l'avez perdu. On va donc valider votre suppléant, et donc vous n'aurez plus la possibilité de revenir sur votre mandat législatif. Peut-être qu'on lui a demandé de rester au gouvernement parce qu'on pourra le maintenir, ou peut-être qu'il a trouvé qu'il exercerait mieux au gouvernement. C'est un choix politique, c'est un choix personnel en tout cas. Ce sont des ministres, là je vois le ministre de la Mais Communication. je pense que c'est toujours un mauvais choix. Parce que, alors on se pose la question, pourquoi vous êtes parti compétir comme député? La question que j'ai posée au début. Pourquoi on vous a élu?
Et finalement, vous dites, moi je ne pars pas, je reste comme ministre. Même si vous avez des garanties d'être reconduit. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est le non-respect à l'égard de vos électeurs. Et population toujours naïve, prochainement la même personne va encore revenir et nous allons les lire. On vous a envoyé, vous n'aviez pas voulu aller travailler à l'Assemblée nationale. Et vous voulez qu'on vous envoie encore. Je comprendrais un ministre qui n'a pas été élu, membre du gouvernement, qui serait obligé d'attendre jusqu'à la nomination du prochain gouvernement. Pas de problème. Mais vous avez été élu. Si au moins la décision, la mesure ici était d'application telle que vous devriez quitter, et qu'on trouve un ministre, c'est cramponné, dit, moi je reste et je ne vais pas à l'Assemblée nationale. Mais nous allions les dénoncer ici. Et nous savons qu'ils sont nombreux, des gens comme ça. C'est comme ça que je m'interrogeais, ça sert à quoi d'avoir bénéficié l'élection de la population pour ne pas aller à l'Assemblée nationale? La conséquence est laquelle souvent? La personne qui pouvait être élue, capable, n'aurait pas été élue à cause de vous. Et vous ne partez pas à l'Assemblée nationale. Vous laissez votre suppléant qui n'est pas plus compétent que celui qui allait être élu. Surtout avec le nombre de requêtes. Voyez-vous? Parce que nous savons, les suppléants, on n'aimait généralement que des gens comme ça, pourvu qu'ils soient de votre membre, qu'ils soient de votre famille. Mais on dessert la nation, cette fois-là. Donc il n'a pas été proclamé parce que simplement tel est élu, mais la personne en question n'est pas allée à l'Assemblée nationale. La personne qui allait valablement représenter la population n'est pas à l'Assemblée. Par votre mauvaise démarche, mauvais cœur. Et c'est votre fils, très incompétent là, qui est à l'Assemblée nationale, qui représente la nation. Alors on peut aussi parler en termes des bilans. Hein, le gouvernement démissionne. Les bilans du Premier ministre. Ah, un bilan mitigé. Qu'est-ce qu'on retient de la mandature du Premier ministre Sam Alokonde? C'est difficile de lui donner une action centrale, d'autant plus qu'il peut peut-être bénéficier de circonstances atténuantes du contexte, qu'il a hérité d'un gouvernement qui sortait d'un rapport de force nouveau, qu'il n'était pas le patron de la majorité, parce qu'il ne faut pas oublier que le Premier ministre Sama vient de ACO. Et que ACO est un très petit parti au sein d'une très grande majorité, et que quand vous avez un Premier ministre qui n'est pas chef de majorité, il a moins de pouvoir. ACO, c'est le parti de Dani Banza. Ah, okay. Donc vous avez un Premier ministre qui n'a pas de vrais pouvoirs, parce que non seulement il n'est pas chef de la majorité, son parti est un très très petit parti au sein de la majorité, et qu'il doit tout le temps négocier avec les grands chefs de parti. Deuxièmement, depuis 2018, nous avons fait le choix d'avoir des premiers ministres faibles. Pourquoi? Mais parce que dans la configuration de 2018 de la nouvelle majorité qui s'est mise en place, il y avait un mécanisme où on a mis en place un Ilunkamba qui n'était qu'un verrou, mais qui devait pousser les deux autorités morales à négocier. Donc on a un premier ministre verrou qui bloque au sein du gouvernement pour pousser les deux autres personnalités à se rencontrer en dehors du gouvernement, en scellé pour négocier. Ça c'est le format Ilukamba, et donc on a eu un Premier ministre déjà assez faible. Ensuite, on a eu une présidente de la République qui était très très forte, qui a créé beaucoup trop de compétences au sein de la présidence, à telle façon qu'on avait une forme de gouvernement parallèle. Beaucoup de décisions se prenaient à la présidence au sein du gouvernement. Et donc quand Sama est venu, Sama a trouvé cette configuration d'un Premier ministre faible, où les vraies décisions se prennent ailleurs, et lui il subit. Donc à sa décharge, nous dirons que c'est un Premier ministre qui est dans une configuration qui ne favorisait pas un Premier ministre fort à la Matata Pogno. Ah bon? Oui. Maintenant, après, en termes d'action concrète, on pourra peut-être dire que le gouvernement Sama a jeté les bases de 145 territoires, qu'ils ont réussi, malgré les grandes difficultés, à financer 1,5 milliard pour les élections qu'on a eues en 2023. Donc on a des élections essentiellement financées en interne. Et peut-être d'ajouter que sur le plan intérieur, ils ont pu réussir également à maintenir la gratuité. Malgré les grandes difficultés financières, ils ont pu réussir la gratuité. Mais en termes de grandes réformes, on n'a pas eu de très grandes réformes, on n'a pas eu beaucoup de grandes démarcations en termes de gestion, et c'est la configuration qui a fait qu'on avait un Premier ministre très faible. Voilà, parce que vous n'avez que 30 secondes.
Alors, mais quand même, Samaloukoundé a su gérer, une façon de parler, a su gérer quand même des gros poissons. Donc moi j'ai eu l'impression qu'il n'a pas su accompagner le chef de l'État. Oui, il n'a pas su accompagner le chef de l'État. Le chef de l'État était trop déterminant, mais le Premier ministre est trop absent, trop effacé. Quand vous prenez la situation de l'Est, par exemple, vous ne sentez pas l'implication du Premier ministre. Souvent, c'est le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État directement avec le ministre de la Défense, le chef de l'État directement avec le ministre de la Défense. Parce qu'il ne parle pas beaucoup, peut-être. Non, non, on ne voit pas le Premier ministre. À l'époque, j'ai dénoncé également les agirs des Mosito à son temps. Non, plus Matata à son temps. La question de l'Est, Matata ne s'est pas impliqué. Vous pouvez même compter les déplacements de Matata à l'Est. Vous pouvez même compter les déclarations de Matata sur la guerre pendant qu'il était Premier ministre. C'est le même constat que je fais avec Samuel Okonde. Donc, on laissait le président directement ministre de la Défense, même si c'est un ministère régalien, mais vous ne sentez pas le Premier ministre. Sur le plan économique, oui, on a vu booster quand même notre économie à travers le budget, ainsi de suite, mais il n'a pas été à mesure de faire le suivi de plusieurs projets, même le 145 territoires. On n'a pas vu le Premier ministre sillonner le pays, en tout cas, suivre de près. Nous avons un partenaire que j'ai dénoncé ici, le PNUD, par exemple, dans sa manière de réaliser le projet. Mais on n'a pas senti le Premier ministre s'impliquer pour pousser le partenaire à réaliser totalement le projet. Donc, je l'ai senti faible, mais respectueux, bon, moins bavard. Voilà, moins bavard, hein, voyez-vous, mais qui avait de très petits problèmes en tout contre beaucoup de gens aussi, qui n'a pas permis le bon fonctionnement, par exemple, du gouvernement. Il y avait trop de problèmes avec les ministres directement. Mais il gérait ça, hein, oui, mais, non, lui, comme Premier ministre, il avait des problèmes particuliers, trop avec des ministres, et qui ne permettaient pas une bonne cohabitation. Ça ne se voyait pas, mais quand vous êtes dans les ministères, vous pouviez les sentir. Et cela, je pense, il n'a pas été le meilleur pour moi, parce que la question de l'Est, la question économique, sont des questions très importantes dans le cas actuel pour notre pays, mais je l'ai vu absent pratiquement. Merci Pascal Orondje, merci Christian Moleka, merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque, c'est la fin. Merci à Héritier Toubilando, Moro Nzambe, Bruno Ndingalin, Kabongo. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, Monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.